Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de l'économie expliquée par mon père, en présence du dit père, fidèle au poste en ce jeudi de l'Ascension. Et merci à Guillaume de s'être déplacé pour qui nous fait les émissions toujours avec beauté et rigueur. Donc aujourd'hui, on a décidé de vous faire une petite émission en deux temps. On va d'abord reprendre le portefeuille idéal que Charles Gave vous a concocté depuis 3 ans. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, vous pouvez le trouver sur notre site internet www.institutdeslibertés.org. Vous tapez en haut dans le petit moteur de recherche, là où il y a la petite loupe portefeuille, et normalement vous avez tous les articles commis au fil du temps de Charles avec des graphiques. Et donc là, on va revenir sur la partie du portefeuille et ce que tu en as fait en partie agressive et défensive, voilà. Et avec quelques schémas, je pense qu'on fera inclure dans la vidéo. Et dans un second temps, ce que j'aimerais faire, c'est revenir, comme on est un petit peu un jour férié, je me suis dit, tiens, on va faire une petite rétrospective sur les années force de ta carrière, c'est-à-dire les espèces de ruptures, une brève histoire du temps, quelque part, de Charles Gave, les moments, le premier choc pétrolier, 81, Wagner, les années Reagan. J'aimerais bien qu'on fasse une petite coupure comme ça et que tu nous dises, dans ces périodes inflationnistes, déflationnistes, ce que peut être l'apport d'un financier. C'est intéressant comme idée parce que finalement, j'explique toujours que, je fais des tas de modèles pour essayer de comprendre ce qui se passe. Le modèle étant une façon rapide de résumer la réalité, quoi. Donc, et donc, je dis toujours, moi, je fais des modèles et ils commencent à m'intéresser vraiment quand ils marchent plus. Parce que ça veut dire qu'il y a un élément nouveau qui est en train de rentrer et qu'il faut que je fasse attention. Quel est cet élément nouveau? Quel va être son impact, etc. Donc, c'est rigolo, mais moi, je trouve que les modèles, c'est intéressant. Quand c'est cassé? Quand c'est cassé. Parce que ça veut dire qu'il y a un truc nouveau. Donc là, je vais essayer donc de réfléchir pendant qu'on parle, là, mais je vais essayer de voir un petit peu à quel moment mes modèles sont cassés dans l'histoire. Il a fallu que j'introduise des nouvelles choses, etc. Après, il y a autre chose, c'est que tu peux, à l'inverse, se retrouver dans des moments de rupture dans l'histoire qui fait que tu peux être amené à te demander est-ce que mes modèles vont fonctionner étant donné qu'on est dans une telle rupture de l'histoire. Voilà, mais à ce moment-là, arrive par exemple la crise de 2008, tu peux te dire attends, quand est-ce que dans l'histoire on a eu une crise des subprimes quelque part? Il y en avait eu déjà, etc. Mais à ce moment-là, oui. Et c'est toujours la même question. Quand, par exemple, en 2008, les modèles se pètent la gueule de façon épouvantable, en mars 2008, si tu veux, tu as vraiment l'impression que le capitalisme est en train de se péter la gueule définitivement. Et c'est le moment où tous tes modèles te disent qu'il faut acheter comme un fou. Oui. Et acheter au son du canon. Acheter au son du canon. Et tu comprends, à ce moment-là, est-ce que j'achète ou est-ce que j'achète pas? C'est pour ça qu'avoir des modèles à fonctionnement automatique comme celui que j'ai mis en place pour l'idéal, c'est pas plus mal qu'autre chose. Parce que lui, il a pas peur. Alors, revenons sur ce modèle. Donc, rappelons que tu avais construit un portefeuille type autour de 2 parts bien distinctes. Donc, une part offensive qui était 10 sociétés cotées à la Bourse de Paris. Alors, je vais les rappeler. Je devrais les connaître de tête, mais évidemment, je les connais pas. Il y a toujours Air Liquide, Schneider. Attends, je vais... Je les ai préparées, mais tu vois, elles sont tout. Alors, Air Liquide, Danone, Schneider... Attends, Accor, Air Liquide, Schneider, LVMH, L'Oréal, Pernod Ricard, Capgemini, je regarde toujours, Sodexo, Total Energy et Danone. Voilà. Et ça, c'est les 10 sociétés où il n'y a pas grand... L'État n'a pas tellement de son mot à dire dans la façon dont elles fonctionnent. Donc ça, c'est pour la partie qu'on appelle offensive. Oui. Donc tu as... en caractéristiques communes dans toutes ces sociétés, elles n'ont rien à voir avec l'État français. Autre chose, les gens disent parfois, oui, mais vous jouez que la France. Tu ne joues que la France parce que de toute façon, ce sont des sociétés qui sont partout. Que tu l'achètes à New York, à Berlin ou à Paris. Elles sont cotées à Paris, mais c'est pas des sociétés françaises. C'est des sociétés, ce que j'appelle des multinationales. Alors là, je voudrais faire une petite rave. Il y a 2 sortes de sociétés internationales aujourd'hui dans le monde. Il y a ce que j'appelle les sociétés multinationales, c'est-à-dire qu'ils vendent partout et qu'ils produisent partout. L'archétype, c'est Schneider ou Air Liquide ou L'Oréal. Ils produisent partout, ils vendent partout. Et puis, il y a des sociétés qui
produisent dans un pays et vendent partout. Oui. Comme par exemple Apple. Apple, ils ont tous leurs centres de recherche aux États-Unis, toute leur production en Chine. Et ça, je trouve que dans le système d'antifragilité, c'est pas bien parce que si d'un coup il y a une guerre entre la Chine et les États-Unis, Apple vend rien puisqu'ils ont plus de production. Donc c'est la différence entre une multinationale et une transnationale. Oui. Apple, c'est une transnationale. Et donc, il faut avoir aujourd'hui des multinationales, mais pas des transnationales. Il faut pas avoir de domestiques, parce qu'il y a trop... Par exemple, ce qui est la consommation en France, ça va être massacré. Donc, faut pas en avoir. Mais tu peux acheter une société de consommation qui vend partout. Donc, quand tu dis, par exemple, Fleury Michon, c'est une domestique. C'est une domestique. Oui. C'est une domestique. Donc ça non plus... Ça non plus, même si elle est bien gérée, tout ça, c'est simplement parce qu'elle... Parce que c'est une trop grande prise de risque. Parce que tu la n'as consommation comme seul en France marché... ne peut pas ne pas baisser. Oui, voilà. Donc les gens, ils vont peut-être se faire pousser des petits pois dans leur jardin, quoi. Est-ce que, quand tu regardes le bilan d'une société, est-ce que tu vois, est-ce qu'en général, c'est ventilé, sa consommation? Est-ce que tu peux voir non, mais où tu elle le consomme? sais, si t'as un petit peu de bouteille, tu sais que telle société, par exemple, Carrefour, ils avaient des positions en Chine, au Brésil, etc., mais je crois qu'ils s'en sont débarrassés. Donc Carrefour, c'est quand même beaucoup la consommation en France. Nationale, oui. Ou européenne. Ouais. Donc, à ce moment-là... Parce que tu pourrais te dire aujourd'hui, au contraire, avec une contrition des marchés, les gens vont acheter plus d'alimentaire. Donc, est-ce que si j'achète Carrefour, mais alors là, justement... tu as Danone. Oui. Ouais. Tu as Danone, parce que Danone, ils vendent des yaourts aux États-Unis, en France, en Inde, partout. Donc, tu te dis, voilà. Parce que tu peux te dire, les gens achèteront plus forcément des rubans pour les cheveux, mais ils vont toujours acheter des yaourts ou malgré tout... Voilà, mais à ce moment-là, c'est pour ça que tu as ces trucs-là qui sont... Donc, c'est une notion horizontale, c'est-à-dire que c'est une notion, c'est des gens qui vendent partout et qui produisent partout. Alors, ils peuvent être dans la consommation, ils peuvent être dans l'électricité, ils peuvent être dans les gaz rares ou n'importe quoi, mais ils produisent partout, ils vendent partout. C'est ça qui est important. Et en plus, comme produisant partout, vendant partout, ils sont pas tellement dépendants d'un État en particulier. Oui, ça c'est important. Parce que si un État prend des mesures idiotes pour une raison X, de mesures de protectionnistes ou des mesures d'encouragement, merci, vous nous avez assez aidés. Voilà. Donc, c'est-à-dire que il faut avoir des sociétés qui ne sont pas reçues toutes les semaines par le ministre des Finances ou le président de la République, quoi. Qui sont indépendantes. Qui sont indépendantes, qui disent, écoutez, ce que vous dites est très intéressant, monsieur le ministre, mais il se trouve que la France représente 4% de mon chiffre d'affaires, donc je suis pas... Et alors donc, la partie offensive, les 10 sociétés qu'on a vues, et la partie défensive, que tu voulais à l'origine constituer d'obligations chinoises pour 2 tiers et d'or pour 1 tiers. Alors pourquoi 2 tiers, 1 tiers? C'est parce que les obligations chinoises sont assez peu volatiles. Volatile, ça veut dire que d'une année sur l'autre, ça bouge pas des masses, quoi. Et puis, mais l'or, par contre, quand ça bouge un maximum. Donc, si j'avais mis 50% en or, 50% en action offensive, j'aurais eu un portefeuille quand même méchamment volatile. Oui. Donc, ce que je cherche toujours à faire quand je parle de gestion d'argent, je dis il y a 2 choses. Il y a la rentabilité sur le long terme, et puis tu as la volatilité de cette rentabilité sur le court terme. Et ce qui donne des arrêts du cœur aux gens, c'est de regarder leur portefeuille par hasard un jour et de se rendre compte qu'il est en baisse de 40%, tu vois. Je comprends. Donc, à ce moment-là, t'as un petit... Donc, ce qu'il faut, c'est aussi... Et le risque, quelque part, c'est justement cette volatilité à court terme. Donc, j'essaye d'avoir dans ma partie... En diversifiant dans les 10 sociétés, j'ai la volatilité du marché des actions qui est forte, mais les 2 que j'ai choisis là, la moyenne des 2, ça me faisait une volatilité qui était assez faible, et surtout qui avait tendance à avoir une volatilité à la hausse, c'est-à-dire à monter, quand le portefeuille se pétait la gueule. Tu vois, donc, c'est-à-dire que quand tu mettais les 2 volatilités ensemble, ça s'écrasait, quoi. Donc, j'ai fait ça, et ce portefeuille, il donne les résultats dans le petit papier que j'ai écrit la semaine dernière pour l'Institut des Libertés, et les résultats sont très honorables. Alors, oui, c'est-à-dire qu'on fait mieux que la Bourse de Paris avec une volatilité qui est même pas du tiers, quoi. Donc c'est très bien.
Et c'est là aussi quelque chose de très important que j'ai fait, c'est que, par exemple, le marché des actions, depuis le moment où je l'ai constitué, à Paris, c'est-à-dire depuis le début 2020, est monté de 33%. Alors tu m'aurais demandé 2020 si le marché de Paris allait monter ou baisser, je t'aurais dit, écoute, moi, à mon avis, il va plutôt baisser, tu vois. Mais comme je sais que je me trompe souvent, je maintiens 50% en actions, et si le marché des actions se pète la gueule, le système tel qu'il est fait, c'est-à-dire le rebalancement fréquent du portefeuille, fait que je vais en acheter pendant qu'elle baisse. Et je vendrai la partie défensive qui, elle, sera en train de monter. Donc j'ai une espèce d'amortisseur. J'ai pas, en quelque sorte, à me tracasser et avoir la trouille. C'est le système qui, de lui-même, décide, tiens donc, je vais racheter des actions puisqu'elles ont baissé. Et ça, c'est quelque chose qui est très important parce que Warren Buffett, encore lui, il dit, c'est quand même rigolo le marché des actions, c'est le seul truc, quand les prix baissent, les gens en achètent moins. Ouais. D'habitude, quand les prix baissent, tu en achètes plus. Mais comme les gens ont la trouille, en général, c'est quand le marché des actions monte que les gens se précipitent tous, et quand il est au sommet, tout le monde va en avoir, et puis quand il est en bas, personne ne va en avoir. Donc là, avec ce système, si tu veux, je sors de cette espèce d'atmosphère de crainte et panique à la hausse, et quand le marché des actions est très haut, le système les vend, et puis il rachète des trucs qui sont beaucoup plus stables, et puis quand il est à la baisse, il va en racheter, puis il va revendre des trucs qui sont stables et qui n'ont pas baissé, tu vois ce que je veux dire. Donc tu te retrouves avec une espèce de gestion automatique qui fait que tu n'as plus d'émotion. Oui. Alors, pardon, mais pourquoi le marché de la Bourse de Paris s'est bien tenu ? Il a été tenu par le luxe D'abord, il y a eu le luxe, mais regarde, les 10 actions, il y en avait qu'une qui était vraiment dans le luxe, c'était LVMH. Donc elle est beaucoup montée, c'est celle qui a pu monter. Je crois qu'elle est montée de 270%, elle a presque triplé depuis, ce qui est gigantesque. Mais on l'a vendue sans arrêt. Oui. Pour acheter des trucs qui montaient moins ou se pétaient la gueule. Oui. Et si tu fais, j'ai fait un portefeuille d'ailleurs dans cette truc où je prends les 10 actions en question, c'est le premier graphique. Et, partie agressive. La partie agressive. Oui, on va le mettre là, la partie agressive du portefeuille. En fait, c'est-à-dire où je montre le portefeuille en rebalançant. Oui. Et le portefeuille, si dans le fond, je garde exactement, j'en achète 10% il y a 3 ans, et puis je touche plus. Voilà, et tu mets l'indice de la Bourse de Paris, qui était à 133. Tu as l'indice rebalancé chaque semaine, c'est 147, et si tu restes au milieu, c'est 143. Voilà, donc le rebalancement, en dépit du fait que tu as vendu sans arrêt LVMH, oui. Tu as fait un peu mieux. Tu as fait un peu mieux, mais tu t'es embêté. Mais tu t'es embêté parce que ça, je crois qu'on s'était toutes les semaines ou tous les mois, je me souviens plus très bien. Toutes les semaines, tu l'as fait. Toutes les semaines, c'était. Ouais. Donc c'est un travail de chien, ça. À la limite, pour ceux qui sont compétents, vous pouvez vous faire un tableau Excel qui donne les ordres automatiquement, etc. Mais ça, c'est ce que fait Jean-Jacques. C'est ce que fait Jean-Jacques, voilà. Ce sont des gens compétents qui font ça. Et qui ont le temps, qui sont à la retraite, je sais pas quoi. Vivement la retraite. Et qui aiment les tableaux Excel. Qui aiment les tableaux Excel, voilà. Jean-Jacques, c'est mon complice en crime ici à l'Institut des Libertés. Jean-Jacques Netter, qui commet aussi des papiers. Pour le site. Il y avait la rentabilité en euros d'une obligation française ou chinoise. Voilà, alors ça c'est dans la partie, normalement, si la France était un pays normalement géré et si les taux d'intérêt étaient des taux de marché, là, donc de grossis, normalement j'aurais dû mettre en protection des actions françaises, des obligations françaises, oui. Qui sont ce qu'on appelle un peu antifragiles. Eh bien, mais... Comme les obligations dans nos pays ne font plus leur boulot d'obligation. Comme le prix ont été manipulés, le taux de change ne veut rien dire, etc. J'ai écrit depuis plusieurs années qu'avoir des obligations françaises, c'était une certitude de se ruiner. Donc tu ne peux pas demander à quelque chose dont le prix est manipulé pour atteindre des cours complètement ridicules, de te servir de protection. Donc j'ai été chercher un marché obligataire dont j'étais à peu près certain qu'il n'avait pas été manipulé. Les Chinois, ça a été ma thèse depuis un petit moment, tiennent pas tellement à ce que vous gagnez de l'argent en achetant des actions en Chine, mais par contre, ils veulent que le 10 ans chinois devienne
ce qu'on appelle le placement sans risque pour toute la zone asiatique. Donc, en aucun cas, ils vont accepter que tu prennes 25% de gamelle, et donc ils maintiennent le prix à un niveau qui est suffisamment bas pour continuer à le rendre attractif sur le moyen long terme. Donc, d'une certaine façon, acheter des obligations d'État, encore une fois, d'État chinoises, c'est bénéficier aussi d'une décision politique de leur part? Absolument, de ne pas manipuler leur monnaie. Alors, on rappelle encore une fois que Charles est payé copieusement par le Parti communiste chinois, avec il a des rapports tous les jours, bien sûr. Il me donne des ordres tous les matins, il va payer, comme par exemple aujourd'hui, et je vous raconte du bien sur les obligations chinoises. Oui, parce que tu... Voilà. Et parce que alors attends, on a moult croquettes pour le DAF aussi, enfin ça n'arrête pas. Non, mais le chinois est... Être vendu au Parti communiste chinois, ça paye bien. Allez, voilà. C'est pour ça que je vous ai forcé à le faire, mais ce qu'il y a d'admirable. Voilà, aussi, accessoirement, ça vous a fait gagner du pognon, mais c'était complètement accessoire, en fait. Donc, si vous aviez une obligation française, vous auriez perdu sur cette obligation française 23%. Donc, perdre 23% sur une position défensive par nature, et c'est pas fini en plus. Oui. Et c'est pas fini. Mais par contre, sur une obligation chinoise, vous êtes monté de 19%. Ce qui, par les temps qui courent, ma foi... En 3 ans, est mieux qu'un coup de pied dans le derrière. C'est à peu près 5 ou 6% par an. C'est pas mal, quoi. C'est un machin sur lequel... je sais que la Chine est une dictature abominable, alors que nous sommes une démocratie exemplaire, mais... non, alors ça, c'est effectivement une question que les gens te posent parfois en disant, mais écoutez, est-ce que ça ne vous pose pas un problème éthique d'investir dans un pays communiste ? Oui, c'est une question éthique. Tu la résous personnellement. Voilà, tu le fais, tu le fais pas. Et dans ces cas-là, si tu le fais pas, tu avais dit aux gens, restez en or. Voilà. Pour cette partie défensive. Mais aussi, ce que je veux dire, c'est que Weber, qui était un grand sociologue, un des plus grands qui ait jamais existé, disait toujours qu'il y avait 2 éthiques, l'éthique de responsabilité et l'éthique personnelle, en quelque sorte. Moi, la responsabilité que je me suis donnée d'ailleurs vis-à-vis des gens qui nous regardent, c'est d'essayer de maintenir leur épargne. Oui. Et donc, je leur dis, voilà, si vous voulez maintenir votre épargne, le meilleur placement obligataire, aujourd'hui, c'est en Chine. Mais, personnellement, je peux pas considérer que jamais j'investirai en Chine parce que c'est je sais pas quoi. Et donc, à ce moment-là, c'est une éthique personnelle. Moi, je peux pas prendre une décision personnelle pour d'autres personnes que moi. Oui, bien sûr. Donc, mon éthique de responsabilité en tant que professionnel de l'épargne, c'est de vous dire, c'est là où ça sera le mieux. Maintenant, si vous trouvez que c'est pas bien, à la place, le deuxième portefeuille que j'avais fait, c'était de mettre 60% d'actions à la place, ou 61% d'actions à la place des 50%, et de mettre le reste en or. Et ce qu'il y a de rigolo, c'est que depuis que la guerre Ukraine, ce portefeuille a fait mieux que le portefeuille classique que j'avais proposé avec des obligations chinoises. Mais il est plus volatile. Oui, donc tu as plus de stress. Tu as plus de stress, tu as moins de sécurité, et ton espèce de parachute que donnaient les obligations chinoises, il y a l'or, mais c'est quand même plus volatile. L'or, ça bouge méchamment. Donc, ce que j'ai essayé de faire, c'était de faire un portefeuille qui vous permettait de dormir la nuit. Le deuxième, il a été plus efficace, mais il a peut-être été interrompu par des insomnies, quoi. Oui, qui est à prendre en compte aussi quand tu... c'est très important. Si vous réussissez, vous avez pris des positions en bourse et que vous réussissez plus à dormir à cause de ces positions, il faut vendre. Voilà. Tu as donc réduit le risque et accru la performance. Voilà, réduit la volatilité, accru la performance sur la bourse de Paris, ce qui était mon objectif au départ. Voilà, donc et dans le fond, quand vous regardez ce portefeuille tranquillement, quelles ont été les décisions importantes pour qu'il ait cette performance ? 1, c'est de ne pas avoir d'action qui ait quoi que ce soit à voir avec l'État. Mm-hmm. Et 2, de ne pas avoir d'obligation française. Donc, c'est ce que je n'ai pas qui détermine la performance. Oui, ce qui est fou à notre époque. Donc, ce que je dis aux gens, c'est que quand vous regardez votre portefeuille, il faut que vous le regardiez avec un œil froid, en vous disant quels sont les trucs où je suis à peu près certain que je vais me gameler. Mm-hmm. Et ça, il faut les sortir tout de suite. Et donc, c'est un peu comme, encore une fois, ce que je dis toujours, c'est comme de parier dans une course de chevaux.
vous avez 10 ou 12 canassons qui courent là, et vous devez éliminer les 4 ou 5 qui n'ont aucune chance. Pour statistiquement, etc. Et puis, tu paries sur tout le reste. Et à ce moment-là, tu gagnes toujours contre les odds. Oui, bien sûr. Mais la plupart des gens cherchent à savoir qui sera le vainqueur et mettre le paquet sur le vainqueur. Mais ça, c'est une façon d'avoir des arrêts du cœur. Tandis que si tu élimines ceux qui n'ont aucune chance dans ton portefeuille, et comme aujourd'hui, les portefeuilles dans les grandes institutions sont tous gérés en fonction de l'indexation, si quelque chose est très gros, ils t'en mettront plein. Mais si quelque chose est très gros, il y a probablement une probabilité assez forte qu'il soit surévalué. Oui. Et donc, aujourd'hui, la gestion indicielle faite par la plupart des banques marche de façon extraordinaire, sauf s'il y a un retournement historique. À ce moment-là, tu vas te faire massacrer de façon épouvantable. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire, il me semble que aujourd'hui, pour éviter d'avoir des ennuis avec la concurrence, tout le monde fait la même chose. Et aussi parce que tu as des modèles mathématiques qui ont été construits. Oui, qui montrent que ça marchait depuis 20 ans. Voilà. Mais si on arrive dans un monde nouveau, et on est en train d'arriver dans un monde nouveau, la dédollarisation, etc., il va peut-être falloir penser en dehors de la boîte. Et, voilà, je prends un exemple. Adopter... Aujourd'hui, 80% de la richesse, de la valeur ajoutée dans le système, est créée par des pays en dehors de la zone OCDE. Mais 80% de la valorisation boursière vient des sociétés qui sont cotées dans l'OCDE. Donc il me semble qu'il y a une petite contradiction là. Alors, ça amène en transition, effectivement, là où on arrivait, qui était quelque part ton expérience sur les marchés, et cette espèce de petit je ne sais quoi qui fait que dans certaines périodes, on se dit, voilà, c'est la force de l'expérience qui me fait penser que il n'y a pas véritablement de choses sur lesquelles tu peux mettre le doigt, mais tu te dis... comme une couturière va dire cette couture va pas tenir, là tu te dis parce que tu as cousu des robes toute ta vie, et ben là avec ton expérience des marchés tu te dis je le sens pas. Alors quelquefois tu as raison trop tôt. Oui. Quelquefois comme avec l'euro les règles sont changées en cours de route. Oui. Donc mais les conséquences de l'euro sont celles que j'avais prédites, c'est-à-dire que ça détruit d'abord le système bancaire, puis le système de l'épargne longue, etc. Donc, en maintenant l'euro, ils ont maintenu des conséquences négatives dont on voit le résultat aujourd'hui sur toute l'Europe qui est en train de crever, quoi. Donc, toi, quand tu arrives, en définitive, après avoir fait gestion à Toulouse et... quasiment un doctorat d'économie et puis une business school. Voilà. Donc, tu arrives à la Banque de Suez à l'époque. On est en quoi ? On 71. Est en 71. Et de 71 à 74, tu fais ce qu'on te demande de faire dans une boîte, en te rendant assez vite compte qu'en définitive, comme tu avais une partie tête et pas de particules, au mieux, tu allais finir directeur d'agence de quartier. Voilà, directeur d'agence ou directeur d'une petite banque filiale ou quelque chose comme ça. C'était à condition que je sois bien obéissant toute ma vie, ce qui n'est pas ma caractéristique première, quoi. Il faut bien dire que l'obéissance, ça n'a jamais été mon... je rappelle quand même que ton bulletin de service militaire disait « individu bien déterminé à faire que ce qu'il veut ». C'était pas tout à fait ça. Il disait « individu puissant mais fragile paraît décidé à ne faire que ce qui lui plaît ». Voilà, c'est ça. Donc c'était un peu ça. Bon, alors j'arrive, et en 71, il se passe d'un seul coup, le lien entre le dollar et l'or est pété. Oui. Alors, il faut savoir qu'avant, si vous voulez, vous aviez un système où il y avait des taux de change fixes avec le dollar. Les États-Unis déterminaient le niveau des taux d'intérêt pour le monde entier, puisqu'il y avait un taux de change fixe. Donc les États-Unis avaient les taux d'intérêt les plus bas du monde, et puis tout le monde était plus haut, quoi, tu vois, parce qu'il y avait un risque. Et donc, gérer de l'argent, tu devais regarder le marché des actions, voir si les actions étaient pas chères vis-à-vis de leur historique, et puis c'était tout. C'était pas très difficile. Puis d'un seul coup, les taux d'intérêt et les taux de change se mettent à flotter librement. Tu vois, ça veut dire, ça part dans tous les sens. Et la quasi-totalité des gérants n'y comprennent plus rien. Donc j'arrive en 71, en août 71, ça pète, et à ce moment-là, tous les gérants sont paumés, mais c'est pas incroyable, parce que toutes les règles qu'ils appliquaient, qui marchaient depuis 1945, s'écroulent. Plus rien ne marche. Donc,
il y a ce qu'on appelle un marché baissier, un bear market, qui commence en janvier 73 et qui se termine en décembre 74, jusqu'au 1er janvier 75. Et là, les marchés des actions en baisse réelle, en termes réels, les marchés des actions baissent entre 75 et 90%. Le marché anglais a baissé de 90% sur son plus haut, tu vois, en termes réels, après déduction faite de l'inflation. Donc, mais un désastre incroyable. Et personne ne me donne la moindre explication. Ouais. Personne n'y comprend rien. L'inflation passe de 3%, où personne pensait qu'il se faisait, jusqu'à 15, 17, 20% en Angleterre. Donc d'un seul coup, tout le monde est paumé, personne n'y comprend rien. Énorme inflation sur l'alimentaire. Énorme inflation sur l'alimentaire, sur le prix du pétrole. Le prix du pétrole passe de $2 le baril à 30. Tu vois, enfin 30 pas tout de suite, mais enfin c'était à la fin 80, il était à 30. Donc la décennie 70, un désastre. Moi, j'ai plein de copains, puisque j'étais jeune, j'avais beaucoup d'amis à l'époque. Beaucoup en disparent. Je sais pas si non, mais quand on commence à avoir des enfants aussi, et que si d'autres copains n'en ont pas en même temps, on n'a pas les mêmes rythmes de vie. Et puis, il est vrai qu'après, tu peux plus voir autant de monde que quand t'es copain, quand t'es très jeune. Voilà, tu sors de la bande pour rentrer dans le couple et c'est autre chose, oui. C'est autre chose. Bon, bref. Donc à ce moment-là, il y a toute une série de copains qui me disent avec beaucoup de gentillesse, t'es dans le mauvais métier, hein, parce que... Et je leur dis, oui, ils étaient dans les travaux publics, ou ils étaient dans la banque commerciale, j'en sais rien, je leur dis, en tout cas, je sais pas, mais je peux vous dire un truc, c'est que si je suis dans le mauvais métier aujourd'hui, avec la rentabilité des affaires telles que je dessine, vous êtes dans le mauvais métier demain, quoi, tu vois, c'était... ça, j'avais déjà compris. C'est que la bourse est un peu un truc annonciateur, puisque ça mesure la rentabilité marginale du capital investi. Si la bourse s'écroule, c'est que la rentabilité baisse. Et donc, les entreprises dans lesquelles... À terme, les entreprises, il y a tout un intérêt de gain qui allaient se retrouver virées, quoi. Ce qui a été le cas. Le chômage est monté comme une fusée, bref. Et puis, j'essaye de comprendre, j'essaye d'expliquer, mais curieusement, à ma banque à l'époque, les gens n'y comprenaient rien, mais ça les intéressait pas tellement d'essayer de comprendre. Toujours pas, du reste. Hein. Toujours pas. Et donc, j'essaye de commencer à faire des travaux, mais j'y arrive pas. Et puis, je tombe sur une série de gérants suisses, une société de gestion à Genève et une banque à Bâle, la banque Gutzwiller, c'était Notch Tuki à Genève. Et puis, qui trouve aussi un agent de change anglais, une petite banque à Paris qui dépendait du groupe Gutzwiller, qui sont d'accord pour, dans le fond, je crée une espèce de petit centre de recherche avec mon associé qui s'appelait Enrico Bueno, pour essayer de comprendre ce qui se passait, parce que eux, comme c'était leur métier principal, pour la banque, à l'époque, la gestion, la finance, c'était un truc qu'on faisait parce qu'il fallait le faire, mais enfin, c'était pas le centre de profit. Le centre de profit, c'était les prêts commerciaux, tu sais, donc les prêts de... donc, on faisait ça parce que ça faisait bien. Ça permettait d'embaucher quelques fils de famille qui arrivaient avec leur fric et qui le géraient là. Enfin, c'était pas un centre de profit tellement important. C'est une sorte de family office. Il y avait quelques petits family office qui étaient là, tu rendais service aux gens, mais c'était pas vraiment un truc important, la finance à l'époque. Et donc, j'accepte, on fait ça, je commence à faire des recherches. Et comme je le dis toujours, avec une machine à calculer et des pourcentages calculés à la main, ça n'était pas de la tarte. Hein. Puis trouver les informations, c'était pas évident. Oui, parce que c'est pas comme maintenant où tu as accès au serveur avec toutes les informations, que ce soit Reuters, ou ainsi de suite, tous les programmes. Pour les corrélations, tout ça, tu appuies sur un bouton, tu as tout. Là, je sais pas, quand tu voulais faire PIB corrélé à quelque chose, tu devais aller chercher les chiffres du PIB, les remettre à la main, les corréler à quelque chose et sortir... puis mettre de l'autre côté, trouver la chose avec laquelle je voulais corréler le PIB. Et puis, il fallait que je calcule littéralement à la main s'il y avait des effets d'anticipation, par exemple. Oui. Si le yen montait, ça voulait dire que l'économie allait bien. Si le yen baissait, l'économie, il y avait entre 6 et 9 mois d'écart. Il fallait que tu arrives à trouver aussi le cours du yen. Le cours du yen, c'est ça. Et j'allais chercher à la limite le cours du yen dans les rapports de la Banque de France que je rentrais à la main. Tu vois, oui, c'était un travail de bénédictin. Et donc je fais ça. Et puis
Et l'idée que j'avais, ce qui prouve que les entrepreneurs sont des animaux qui ne sont pas tous... c'est que ça allait intéresser les petites banques, puisque les 4 qui m'avaient financé, c'était les petites banques. Hein. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Une fois que j'ai commencé à publier des trucs, quand je regarde ce que je faisais à l'époque, c'était vraiment artisanal, quoi. C'était, mais ça fait rien, puisque j'étais le seul à le faire. Donc je suis allé voir une grosse compagnie d'assurance en France, Warburg à Londres, enfin qui était une immense gérant à l'époque et tout. Et type dit, ça nous intéresse beaucoup. Donc à ma grande surprise, c'est les grandes maisons qui sont devenues mes clientes. Je m'attendais à avoir la Banque Courtois à Toulouse, des trucs comme ça, pas du tout. J'ai eu la Caisse des dépôts, tu vois. C'était. Oui, c'est drôle, hein. C'est drôle. Donc je m'étais complètement trompé sur la cible. Et est-ce que tu crois que... alors, tu t'es trompé sur la cible, mais est-ce que c'était la mentalité des personnes en charge, ou c'était vraiment parce que les grandes banques prenaient plus de risques? Ou est-ce que c'était parce que la personne... Les grandes banques avaient plus d'argent. Les petites banques, elles n'avaient pas tellement d'argent. Et je me suis rendu compte assez rapidement que, dans le fond, ces petites banques fonctionnaient dans le système financier avec leurs informations qui leur étaient données par une grande banque avec laquelle elles étaient amies. D'accord. Tu vois, donc, le responsable financier, je sais pas, de la Banque Courtois, venait aux réunions de la BNP et pour voir un petit peu ce qu'il fallait dire aux clients, quels étaient les produits, etc. Donc, il n'était pas un acheteur primaire de recherche. En fait, c'était la BNP qui était... tu vois, c'était bon. Donc, j'ai commencé à vendre. Assez rapidement, ça s'est très bien vendu. Et ça m'a amené de 73 à peu près à 81. Donc, cette époque, ça a été une époque de... j'étais vraiment comme un moine bénédictin, tu sais, travaillant... dans ma petite cellule. Et là, donc vous étiez 3 associés et 3 secrétaires? D'abord, j'étais avec Enrico Bueno et puis une secrétaire. Assez rapidement, on a été rejoint par un jeune Américain qui était francophone aussi, qui parlait très bien, qui commençait à comprendre les ordinateurs. Donc, 81, on était 2 ou 3 secrétaires à Paris et 3 gars, Eric, John et moi, qui travaillions. Bon. Donc ça a été... Assez artisanal. Complètement artisanal. Et les graphiques, littéralement, ils étaient faits à la main. Oui, et tout sur la recherche. Tout sur la recherche, c'était plutôt une recherche conceptuelle qu'on essayait d'illustrer avec des images. Et puis... donc des publications destinées à vos clients. Destinées à vos clients. Et alors, c'était rigolo parce que, mettons, en 80, on devait avoir, 300 clients dans le monde entier. Et on publiait le vendredi soir. Hein. Et c'était envoyé en papier? C'était envoyé en papier. Donc, le vendredi soir, il y avait les 3 secrétaires qui étaient là. Qui faisaient des enveloppes du matin. Des enveloppes avec des machines à photocopier. Donc, on envoyait ça en photocopier. Et on faisait des enveloppes. Et il y avait littéralement 3 sacs de courrier qui partaient par la poste pour les États-Unis, Il y a des gens je vais été voir encore récemment, qui ont gardé ces papiers. Oh là là. Et puis, vous voyez, où est-ce que vous disiez en 1978? Bravo. C'était rigolo, quoi. Mais c'était vraiment ça passait par la poste. Et puis, donc, j'achète mon premier ordinateur en 78, qui m'avait coûté 600 000 francs. C'était beaucoup d'argent, 600 000 francs, c'était à peu près... 600 000 francs, c'est un appartement. 600 000 francs, c'était un appartement à l'époque. Donc, et puis, à partir de là, on commence à sortir des graphiques propres, tu vois, jolis, faits par la machine. Oui. Alors, l'étape suivante, c'est qu'on a acheté une table pour faire les graphiques, une espèce de table graphique qui était la taille de cette table à peu près, et où il y avait des petites mains qui attrapaient les crayons comme ça. Oui, je les connais. Avec les tout petits stylos comme ça. On mettait des tout petits stylos à feutre. Oui. Et je me souviens, il y avait John, parce qu'au début, il était à la maison, qui faisait parfois des graphiques toute la nuit. Oui. Et on entendait... Parce que ça mettait toute la nuit pour faire les graphiques. Quand on était à Londres, en effet, l'ordinateur était à la maison. Oui, il était dans ce qui est devenu après le salon de télévision, où il y avait la bibliothèque. Et il mettait... Et quelquefois, il explosait les plumes. Je me souviens, les bleus, il les utilisait jusqu'à la corde. Et il y avait les stylos qui avaient la mine, tu sais, tout explosé. Tout explosé. Et alors, c'était une petite main qui attrapait, puis il envoyait la petite main qui se déplaçait, qui attrapait le bleu, puis la petite main qui attrapait le rouge. Et, voilà. Et on mettait ça faisait des beaux graphiques qu'ensuite étaient photocopiés.
ensuite qui étaient photocopiés, mais j'ai été sans doute le premier à montrer le côté visuel de l'économie. Et c'est un truc dont je me suis rendu compte, c'est que quand tu fais beaucoup de graphiques comme ça, que tu essaies de comprendre des relations, tu les mets, tu déplaces l'axe du temps pour voir s'il y en a un qui est en avance de 2 ans sur l'autre ou n'importe quoi. Il y a des espèces de répétitions des formats graphiques. Tu vois, par exemple, je regardais un jour le graphique du yen contre le dollar et je me disais, mais 20 Dieu, ça ressemble beaucoup à l'évolution des réserves de change du Japon. Et donc je montrais ensuite que quand les réserves de change du Japon montaient, le yen en général montait. Et à ce moment-là, comme ça faisait de la liquidité qui rentrait dans l'économie japonaise, puisqu'il y avait des gens qui avaient besoin de plus de yens, etc., donc ils achetaient du yen, à ce moment-là, très souvent, pendant très longtemps, la bourse suivait exactement. Donc tu te disais, si tu allais regarder les réserves de change tu regardais d'abord le cours de change, tu vérifiais si les réserves de change montaient, ou si c'était un mouvement à court terme. Si les réserves de change montaient, tu savais que la bourse de Tokyo allait monter après. D'accord. Tu vois, donc en voyant la forme du graphique, tu disais, tiens, mais c'est les trois mêmes, quoi. C'est un peu comme la corrélation que vous aviez fait entre le S&P et le cours de l'or sur 100 ans. Voilà, c'est ça. Mais là, c'était en divergence, oui. Mais là, c'était en momentum, il se suivait parfaitement. Sur 100 ans, le S&P, on se rend compte que le S&P contre l'or a toujours la même valeur, mais de temps en temps, le S&P est très cher, l'or est pas cher, de temps en temps, c'est le contraire. Donc ça, c'est une autre façon de travailler. Tu essayes de regarder quand une valeur est très écartée par rapport à la moyenne, tu dis, il faut probablement vendre celle-là et acheter celle-là, tu vois. C'est autre chose. Donc c'est des techniques de retour à la moyenne. Et donc, je fais ça. En 81, Mitterrand est élu. Ta mère et moi, on décide qu'on ne veut pas vivre dans un pays des ministres communistes. Donc, on part avec... toi et ton frère et ta sœur... Dans la R16. Dans la R16. À Londres. Ça a été quelque chose, ça aussi. Dans la R16, on s'installe à Londres. Bref, et puis... Un petit peu au cul du camion, on peut le dire, parce que... Il n'y avait rien. Il n'y avait rien, il y avait personne, on connaissait personne. On est arrivé dans un lycée français en plein boom, puisqu'on n'était pas les seuls arrivés en 80. Ils avaient dû ouvrir en hâte une 6e set. Oui. Parce qu'il y avait 30 enfants de plus que ce à quoi ils s'attendaient. Donc vite, on a fait une 6e set qui est devenue une 5e set et qui n'a jamais été résorbée depuis, parce qu'il y a eu... voilà. Ils ont été obligés ensuite d'ouvrir une deuxième... la nouvelle école qui s'ouvrait pour Louis Vincent. Une deuxième école. Et puis ils ont pris ce qui était avant le consulat pour en faire ensuite le bâtiment des terminales à mon époque. Donc on était dans ce qui était en réalité un immeuble qui n'était pas, j'imagine, conforme aux normes de sécurité qu'on a actuellement. Et tout. Donc il y avait effectivement, et on était, quand on est arrivé en Angleterre, dans une Angleterre qui était post-époque travailliste. C'était Varsovie, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. On allait chez Sainsbury, il y avait 2 sortes. Déjà, il n'y avait que Sainsbury, Waitrose, tout ça n'existait pas vraiment. Kings Road était absolument dégueulasse, il y avait des punks partout, comparé à ce que c'est devenu maintenant, on mange par terre. Et il y avait les petits pois verts normaux et les petits pois verts à la menthe. Mais les petits pois, ils étaient gros comme ça. Ils étaient comme ça. Et il n'y avait pas différentes sortes de petits... C'est-à-dire, le savon, si tu voulais du savon, voilà le savon. Il n'y avait pas des sortes de savon. C'était une sorte de savon. Voilà, c'était... Et puis, on avait les enfants, ils aimaient beaucoup un biscuit qui était à la petite épicerie du coin, parce qu'il y avait une petite épicerie du coin. Des fingers. Des fingers. Et puis, un jour, on travaille, il n'y en avait plus. Alors, je demande au gars pourquoi il n'y a pas de fingers. Et il me dit, c'est assommant. Il y a quelqu'un qui en achète plein et il faut les recommander sans arrêt. Ces rasoirs, j'ai décidé de plus les mettre. Quoi. Tout le monde veut ses biscuits. Du coup, j'ai arrêté de les commander. Sinon, je passe ma vie à les remettre en rayon. C'est exactement ça. Tu te dis, le type, il a tout compris au commerce, tu vois. Donc, en gros, il ne stockait que des trucs dégueulasses, des vieux digestifs immondes dont personne ne voulait. Comme ça, il était sûr qu'il n'y avait pas roulement de stock. On sentait que l'Angleterre n'était pas vraiment motivée par la recherche du profit à cette époque-là, tu vois. Je crois qu'on a mis 2 mois pour avoir le téléphone. Enfin, Donc, c'était une époque préhistorique. Et puis là, on a eu un coup de peau, absolument, mais c'est la deuxième chance de ma vie, ça. J'étais parti pour des raisons morales, même pas politiques, morales. Et je me retrouve en Angleterre, et avec Madame Thatcher,
Et là, l'Angleterre se met à boomer comme jamais, et c'est le début de la grande finance. C'est-à-dire que d'un seul coup, il faut se souvenir que dans les années 70, il y avait des contrôles d'échange partout, il y avait des contrôles des prix partout. Et la France, pendant ce temps-là, avec Pierre Mauroy, et ce gouvernement-là décide effectivement contrôle d'échange, blocage des prix, protectionnisme, acheter français. Les amis français ne pouvaient pas sortir plus que 1500 francs, je crois, 1200 francs par voyage. Enfin, c'est-à-dire que l'Angleterre boom, la France pendant ce temps-là se dit tiens, si on faisait des mesures protectionnistes et qu'on tuait complètement notre industrie. Voilà, ça a commencé à ce moment-là. Mais l'industrie a été sauvée parce que le franc français, quand même, à cause de ses brillantes politiques, dont le principal inspirateur était M. Attali, d'ailleurs, se ratatine comme jamais. Donc, aussi curieux que ça paraisse, au bout d'un certain temps, quand une monnaie se pète vraiment la figure, la base industrielle se trouve très rentable. Oui, puisqu'à l'export, ils ont un avantage comparatif. Ils ont un avantage comparatif. Mais ils ne l'ont pas fait pour ça. Ah non, ils l'ont pas fait pour ça, mais aussi curieux que ça paraisse, la première politique de Mitterrand, etc., a été très rentable pour les entreprises françaises à l'étranger. C'est-à-dire que le rentier français, il a vu les obligations qu'il avait passer d'un rendement de 6 à un rendement de 17. Donc il a pris une gamelle épouvantable. Mais l'actionnaire d'Air Liquide, lui, il a cartonné comme un malade. Donc c'était une politique imbécile, mais qui ne détruisait pas l'appareil industriel qu'ils ont fait en France. Au contraire, à ce moment-là, il y a une espèce de boom de l'industrie. Bon. Ça m'amène à Londres, et on commence à se développer très fort aux États-Unis, parce que, je vous donne un exemple, ça devait être en mars 83, j'étais aux États-Unis et je vais voir le principal gérant du monde entier, la plus grosse boîte, qui était JP Morgan. Tu vois, JP Morgan, c'est la banque, c'est un monstre, c'est la banque la plus importante du monde. Quelque part, c'est presque l'équivalent d'une banque centrale. Et je vais voir les services de gestion, et je leur dis, les taux français étaient à 17% sur les obligations à 10 ans. Donc c'était absolument gigantesque. Et je dis aux gens, vous savez, aux gérants, JP Morgan, je leur dis, faut que vous bourriez d'obligations françaises, hein, parce que 17%, c'est quand même pas possible. Et ils me disent, oui, ça paraît une bonne idée, ils sont très contents. Et puis je rentre, et 3 jours après, je reçois un coup de téléphone de JP Morgan qui me dit, comment on fait pour acheter des obligations françaises? C'est-à-dire que JP Morgan, le plus important gérant du monde, n'avait pas mis au point la technique pour acheter des obligations françaises à partir de New York. Mais ils n'avaient pas d'agent de change sur place? Ils n'avaient pas établi les contacts. Parce qu'avant, les gens, si tu veux, JP Morgan, ils géraient sur New York, JP Morgan gérait sur Paris. Mais ils n'avaient aucun relais. Ils se parlaient pas, tu vois, il y avait pas de, aujourd'hui tu appuies sur un bouton et t'achètes une obligation à Singapour et tu règles à Tahiti ou j'en sais rien. Et donc, ça n'existait absolument pas. Tout ce réseau qui a été créé depuis 30 ou 40 ans n'existait absolument pas. Donc, c'était le moment où il était en train de se créer. Oui. Et c'était absolument passionnant parce que du coup, il y avait d'un seul coup des tas de gens qui jusque-là s'étaient jamais intéressés aux obligations françaises, qui se disaient, ah oui, ça paraît intéressant, etc. Et donc, qui demandaient à ce qu'on bâtisse la technologie pour qu'ils puissent acheter les obligations françaises. À l'époque, la technologie était quand même physique. La technologie en question, c'était travailler avec un agent de change qui avait pignon sur rue, une bonne réputation, et c'est lui qui t'achetait les obligations, oui, non? Mais il fallait que tu aies ouvert d'abord un compte avec cet agent de change. Bien sûr, bien sûr. Et que tu aies mis au point les procédures de règlement, combien de temps, au bout de 2 jours, au bout de 3 jours, au bout d'1 jour, etc. Donc, rien n'existait. C'était le Far West. C'était un monde où, dans le fond, il y avait quelques maisons à Paris qui savaient comment acheter des obligations aux États-Unis, mais il y avait, pour ainsi dire, pas une banque aux États-Unis qui savait comment acheter des obligations à Paris. Mais pratiquement. Pratiquement, oui. C'est quand même dingue quand tu penses que JP Morgan se soit tourné vers le petit analyste que tu étais à l'époque pour vous dire, au fait, comment on fait pour... Non, mais ils ne m'ont pas demandé ça à moi. Ils auraient pu me demander, mais les gens ne se rendent pas compte à quel point c'était, comme tu dis, le Far West. Mais ce qui était intéressant, c'est que j'étais un des premiers à venir les voir en leur disant, il faut acheter des obligations françaises. Oui. Tu vois, c'était
voilà, c'était un truc qui se faisait pas. Donc j'ai été un des premiers à aller voir les gens en leur disant, vous savez, il y a un truc étonnant qui s'appelle, je sais pas, le marché japonais. Oui. Le Japon, vous savez, bon, ils ont été bombardés il y a 30-25, Nagasaki, c'est terrible et tout, mais Hiroshima, mais ils ont aussi un marché, et il y a peut-être des trucs intéressants dedans. Et les types, ils travaillaient sur leur marché des actions, leur marché obligataire, et puis c'était tout. Oui, ils jouaient pas le monde, en fait. Ah ben non, le monde n'existait pas. La globalisation, il y avait des marchés qui étaient comme ça, mais qui étaient complètement indépendants et qui n'étaient pas tellement corrélés les uns avec les autres. Et voilà, et personne, alors que si on réfléchit à ce qui était en 1890, quand même, à l'époque, il y avait des marchés, il y avait des liaisons entre les marchés financiers, en particulier Londres et Wall Street, etc. Oui, et Paris. Et Paris était une place financière très très importante parce que la France avait un énorme excédent d'épargne, en particulier en or, et on l'a vu au moment des prêts pour la Russie, etc. Et donc, il y avait eu un écroulement des relations qui s'est passé entre 1918 et 1945, qui fait qu'il y avait des générations entières de gérants qui ne savaient plus comment aller de l'autre côté. Et je sais pas, c'est de la chance ou de la prémonition, je ne sais rien, mais j'ai été un des premiers à montrer les relations qui existaient, comment ça pouvait se passer, comment on pouvait arbitrer les trucs les uns contre les autres. Et donc, au bout d'un certain temps, ça a été la deuxième grande date dans ma carrière, c'est vers 87 ou 86, c'est 84. Quand j'étais à Londres, j'étais aux États-Unis, et il y a des gens qui m'ont dit, mais à la place de nous expliquer ce qu'il faut faire, d'acheter des obligations françaises, j'en sais rien, faites-le vous-même. On vous donne, à la place de nous dire quoi faire avec notre argent, on va vous donner l'argent. Une partie de l'argent qu'on a en dépôt de nos clients. Et on va vous missionner pour le gérer pour nous. C'est-à-dire, au lieu de faire de l'analyse comme tu faisais, ils te proposaient de passer gestionnaire, gestion de fortune, gestion de fonds, de compte, de groupe. Donc à ce moment-là, j'ai été chercher un type qui connaissait très bien les ordinateurs à Boston, que je connaissais, qui s'appelait Rich Morris, que tu as bien connu, qui se trouve être le parrain de ton dernier frère d'ailleurs. Et donc, on a monté une structure pour gérer ça. Et je me suis retrouvé à la fois analyste et gérant. Oui. Double casquette. Double casquette. Donc, je continuais à aller voir les clients partout. Et puis, en plus, j'avais ces portefeuilles à gérer. Et j'ai été ce qu'on appelle le Chief Financial Officer, c'est-à-dire le gars qui, si ça marche pas, c'est lui qui en prend la plein la gueule. C'est lui le responsable, tu vois. Si ça marche, il y a plein de gens qui sont prêts à prendre le succès. Si ça marche pas, c'est toi qui en prends plein la tête, quoi. Tu connais Pénac, Daniel Pénac, qui est un écrivain, et il a un personnage qui s'appelle Monsieur Malocène, dont le boulot est d'être derrière un bureau et de se faire engueuler toute la journée par les gens qui ne sont pas contents. Voilà. J'étais celui-là. Voilà. Et donc, les gens arrivent en disant « Oui, la robe, la fermeture est cassée. Ah, je suis désolé. » Et c'est vraiment le pelé, le tondu, le galop. Tout le monde lui tombe dessus toute la journée. Tout le monde quand il rentre à la maison, celui-là. Voilà. Et c'était... parce qu'à force de se faire engueuler, il en a marre. Donc, je fais ça, et assez rapidement, je passe de 0 en gestion, puisque je n'en faisais pas, à 10 milliards de dollars, ce qui à l'époque était supérieur à ce que gérait George Soros par l'époque. Donc, je deviens... Et vers 93-94, il y a toute une série de choses qui se passent. On décide de vendre ça à un grand groupe américain. On le vend. La partie gestion. Mais... partie gestion, et puis mes crétins d'associés à l'époque, vers 90-91, avaient décidé de fermer la partie recherche. Du coup, comment faire de la gestion sans recherche ? De plus la vendre, je continuais à la faire, mais la plupart de mes idées venaient des contacts que j'avais avec les autres gérants. Tu sais, je sais pas, je connais... Et puis tu phosphores, et puis tu as une petite... Et puis les types de disques qu'ils font, et donc tu as une espèce d'échange d'informations qui me permettait d'avoir des tas d'idées. Mais à partir du moment où parce que ça me fatiguait trop d'aller voir les gens. C'est très fatigant. C'est très fatigant. Tu prends un avion à 7h du matin, tu te couches à minuit, puis tu reprends l'autre avion à 6h du matin. Puis tu vas faire le tapping and dancing chaque fois. Mais en même temps, tu avais plein d'idées. Et donc, d'un seul coup, je me retrouve... derrière un bureau, parlant avec plus grand monde,
Et je suis malheureux comme un caillou, parce que ça m'ennuie effroyablement. Parce que moi, ce que j'aime, c'est échanger des idées. Hein, c'est pas... Oui, puis t'aimes pas la routine. J'aime pas la routine, et donc, sous prétexte qu'on gagnait beaucoup plus d'argent sur la gestion qu'on gagnait sur la recherche. C'était pas faux, mais toutes les idées que j'avais venaient de la recherche et des contacts que j'avais avec les autres. Et donc, je me suis retrouvé un petit peu isolé dans la gestion, en me disant, mais pourquoi je fais ça? Bref. Et donc, à ce moment-là, la décision est prise en 94 de vendre, on vend. En 97, je me retrouve libre comme l'air, puisque j'avais signé un contrat de 3 ans. Et donc, c'est là, à ce moment-là, qu'en 97, 98, 99, on décide de créer GAFCAL avec mon frère. Donc ça, c'est... Alors, c'est intéressant parce que Louis Vincent, à l'époque, donc mon frère, il avait donc 21 ans. Il avait fini Duke, donc 4 années. Et il était à une contrée des chemins où il se demandait est-ce que je vais faire un MBA ou pas. À ce moment-là, il avait aussi fait lieutenant dans les chasseurs alpins. Oui, dans les il nous a défendu contre les Suisses avec beaucoup de vaillance. Voilà. Non, il a appris à construire des igloos et ça, c'est important. À 2000 mètres d'altitude, avec des gars qui lui disaient mon lieutenant, mon père m'a donné une prune, il faut que vous l'essayiez. Alors il était là... Non, le truc le pire, je crois, qu'il m'est raconté du service militaire, c'est ça faisait 2 semaines, je crois qu'ils étaient à Clermont-Ferrand en exercice ou un truc comme ça. Et il lui dit, mon lieutenant, est-ce qu'il y a de l'eau chaude aux douches? Alors il dit, oui, il y a de l'eau chaude aux douches. Et puis il le rattrape, il dit, mais attendez, là, ça fait 2 semaines qu'on est là, vous dites que vous y êtes pas allé. Il dit, non, je me suis débrouillé avec un gant de toilette. Je suis on est quand même, sur des, ça faisait quand même 2 semaines qu'ils étaient là, il s'est débrouillé avec un gant de toilette. Après avoir couru dans la campagne pendant les 2 semaines, hein, voilà. C'était pas... Bon, bref, donc mon frère Louis Vincent et toi, oui, alors l'autre chose qu'il faut savoir, c'est que Louis Vincent était très attiré par l'Asie, avait lui-même passé du temps à crapahuter en Chine avec un sac à dos. Il a fait 1 an d'études en Chine, oui. Pour attraper Nanjing et à Pékin. Pour attraper toutes les amibes possibles et imaginables sur la place, et a pris cette phrase très importante en chinois, chi ke kwai, ce qui veut dire un tout petit peu de. Donc c'était un tout petit peu de riz et un chi ke kwai de aubergine, un chi ke kwai de voilà. Et donc à ce moment-là, d'où l'attrait aussi pour l'Asie à ce moment-là. Donc on est en 97, 98, 99, donc avant les années 2000, de se dire il va y avoir un boom du marché asiatique et ça serait pas mal qu'on soit les premiers, comment ils disent déjà les Chinois, la phase de Guilong sur les marchés asiatiques. Alors il y en avait déjà qui étaient là, mais qui étaient des Anglais. Qui étaient des Anglais depuis la nuit des temps, de l'époque de Hong Kong. Qui étaient à Hong Kong, etc. Et donc on commence à lancer GAFCAL et bon... GAFCAL qui était un peu l'équivalent du premier, qui était la Secogest, où on faisait des recherches. Et il y a un type que Louis Vincent avait trouvé, qui s'appelait Anatole Kaletsky, qui était le rédacteur en chef économique du Times, qui était un ancien du FT, qui était une vedette en Angleterre, vraiment, du point de vue économique, et qui était complètement keynésien. C'est-à-dire aussi loin de moi qu'on peut être. Et Louis Vincent a cette idée de génie de mettre un keynésien et un fou. La carpe et le lapin. La carpe et le lapin ensemble, et toute la cité s'écroulait de rire en disant mettre Anatole et Charles dans la même boîte, il faut être complètement cinglé. Et pas du tout, ça a été une espèce de tension pendant... Et c'est un type charmant en plus, Anatole. Très bien élevé. Très bien élevé, et donc ça d'abord beaucoup amusé les gens, puis ensuite de voir les débats qui se passaient à l'intérieur entre lui et moi, ça a beaucoup intéressé les gens. Et donc GAFCAL a commencé à décoller, et ensuite Louis a dit, comme tout va se passer en Asie, on va partir en Asie. Donc on est allé s'installer à Hong Kong, et c'est rigolo parce que ce gamin qui avait 22, 23, 24 ans, etc., est devenu tout de suite le patron. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de... Anatole et moi, il prenait des décisions, il disait ouais, c'est très bien, on est très contents. Enchanté que ce ne soit pas nous qui irions les prendre. Il n'y a rien de plus fatigant que de devoir prendre des décisions. Du reste, c'est prouvé, par exemple, les gens qui mettent des uniformes, c'est parce qu'il est prouvé que tu ne peux prendre qu'un certain nombre de décisions par jour sans que ça entache ton moral. Et mettre un uniforme, c'est une décision de moins que tu vas prendre dans la journée.
Comme ça, t'as pas besoin de mettre de cravate et d'être... Non, mais c'est-à-dire, tous les jours, si tu te dis c'est chemise blanche et costume bleu marine, et tu n'as que ça dans ton placard, ça t'enlève ce parcours décisionnel qui, quelque part, gravite sinon autour de toi. Je crois que c'est Montaigne qui disait, c'est prendre une décision, c'est comme de chier dans un pot et de se le mettre sur la tête après, quoi. Ce qui est pas très... Mais enfin, Montaigne, il n'était pas toujours convenable. Hein. Il avait des... Non, mais c'est vrai que la prise de décision est quelque chose qui use, parce qu'une fois que la décision est prise, si ça marche, bon, ça va. Mais imagine que tu prennes des décisions, ce qui m'est arrivé dans ma carrière, et que cette décision commence à tourner mal. À quel moment tu décides que c'était une mauvaise décision, ou à quel moment tu vas prendre un grand moment et essayer de dire non, c'est juste un problème de timing, c'est que je l'ai prise un peu tôt, mais ça pas. Et donc tu commences à auto-rationaliser la mauvaise décision que tu as prise. Et donc la difficulté dans ce métier, c'est qu'à partir d'un certain moment, il faut avoir quasiment des systèmes automatiques, de dire c'est peut-être une bonne décision que j'ai prise trop tôt, mais ça fait rien, j'en sors. Oui. Parce que sinon, cette décision mauvaise que tu as prise pèse et t'empêche d'avancer. Tu vois, tu commences à être comme la femme de Lot qui regarde en arrière et qui se transforme en statue de sel. Et ça, c'est une des choses les plus difficiles du monde. Bon, c'est dans la recherche, tu fais une mauvaise recommandation. Tu sais quoi ? Tu l'oublies. Tu n'en parles plus. Tu parles de celle qui ont marché. Mais dans un portefeuille, tu as pris une mauvaise décision. Elle est là, elle te regarde. Qu'est-ce que tu fais avec moi ? Qu'est-ce que tu fais avec moi ? L'œil était dans la tombe. Et regardez qu'un, exactement. Et c'est quand même ça, c'est pas de la tarte. Et tu peux aller où tu veux, et on déroula la toile de l'attente. Et il est toujours là, dit-il à l'enfant blond, la fille de son fils, blonde comme l'aurore. Et qu'un répondit, je vois cet œil encore. Il est partout. Il est partout, c'est exactement ça. Donc, c'est pour ça qu'à la fin, ça finit par t'user à un point incroyable. Et c'est pour ça que finalement, ce métier de la gestion est un métier extraordinairement éprouvant intellectuellement, parce que tu dois sans arrêt faire face aux mauvaises décisions que tu as prises. Et si tu les traites pas, au bout d'un certain temps, qu'est-ce qui reste dans ton portefeuille que les mauvaises ? Et donc, c'est un portefeuille qui se met à puer. Donc, c'est pour ça que dans le portefeuille de l'IDL, là, dont on a parlé il y a 5 minutes, j'ai essayé de mettre, pour que les gens ne souffrent pas de ce truc-là, un système automatique. Oui. Tu vois, d'acheter aux gens. Ça, c'est si l'on fait ce rebalancement dont tu parles, mais même si on ne le fait pas trop souvent, en définitive, on s'en sort quand même sans se faire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ce côté émotionnel de la décision. Ce que je me tue à dire aux jeunes, c'est que si vous achetez, je ne sais pas, Google, Google ne sait pas que vous l'aimez. Oui, c'est toujours ce que tu dis. Tu te dis une valeur, moi j'ai toujours entendu ça, elle ne sait pas que vous l'aimez. Elle en a rien à foutre aussi. Elle en a rien à foutre, donc... Elle se comporte comme elle veut, cette catin. Voilà. Le fait qu'elle vous soit infidèle, c'est bien triste, mais c'est comme ça. Ouais. Elle fait que ce qu'elle veut. Elle fait que ce qu'elle veut, exactement. Donc, à ce moment-là, on se lance dans une nouvelle aventure avec ton frère. Donc, la première aventure, c'était celle de la recherche. Puis ensuite, il y a l'épisode de la gestion à Londres, etc. Qui arrive toujours derrière. C'est-à-dire, vous commencez en recherche et ensuite, les gens vous disent, écoutez, c'est très bien. Est-ce qu'on ne pourrait pas vous filer nos sous ? Ça serait aussi simple. Voilà. Et donc, arrive la 3e étape de ma carrière, qui est donc GAFCAL, où j'étais toujours à Londres. Puis ensuite, on part à Hong Kong. Donc vous partez vivre à Hong Kong avec maman ? Oui, pendant 10 ans, et qui est une ville absolument passionnante. Où vous savez, quand vous vous posez dans un aéroport, il y a 2 villes où quand vous posez, c'est New York, où vous êtes là, et puis d'un seul coup vous dites, mais ça fait 5 minutes que je fous rien. Il y a une espèce de vibration qui fait qu'il faut que vous fassiez, vous sentez qu'il se passe des choses, qu'il faut. C'est une ville, Hong Kong, pour vous avoir rendu visite, que j'ai trouvée vraiment vibrante aussi, mais la chose qui est très étrange, c'est qu'il n'y a que des gens entre 25 et 50 ans. Voilà. Tu vois pas de si, troisième tu vois âge. Des vieux Chinois. Oui, des vieux Chinois, mais de toute façon, les Chinois, c'est comme si tu... En fait, il y a... Pardon, mais il y a vraiment 2 populations qui se croisent sur les escalators, parce qu'il y a cette espèce de grand escalator qui au début monte ou descend suivant où tu te situes, et que les Chinois qui ont leur vie complètement parallèle à la tienne, et avec lesquels on interagit très peu, sauf quand on va dans des endroits véritablement... Ou alors professionnellement, ils sont dans les bureaux partout, mais par exemple, ils t'invitent jamais chez eux. Non.
tu les croises presque pas, tu les croises tout le temps et à la fois pas du tout. Voilà, c'est ça. Ils sont partout, mais tu les vois nulle part, quoi. C'est très curieux, ça. Mais la plupart de ces Chinois, c'était des gars qui étaient arrivés quasiment à la nage pour se fuir le communisme. Donc c'était des gars qui avaient qui avaient une pêche pas possible aussi. Et donc Hong Kong est une de ces villes aussi, une de ces deux villes où il y a cette espèce d'incroyable excitation. Et le temps, on sentait ça à New York. Je trouve moins maintenant. Moins maintenant, mais quand je suis arrivé à Paris, en 71, donc, après avoir passé un certain nombre d'années aux États-Unis ou à Toulouse, ou j'en sais rien, Paris était assez vibrant en 71. Il y avait quand même des tas de choses. On sentait que ça bougeait, que c'était le marché financier de Paris a été une merveille jusqu'à, par exemple, ils avaient inventé les taux d'intérêt à terme, ce qu'on appelait le MATIF, etc. Et il y avait une espèce de vibration, et puis tout ça a été détruit. Il n'y a plus rien maintenant, il n'y a plus de marché. Quand on nous explique que la bourse de Paris... Paris fait place mondiale, on se mord doucement, il n'y a plus que dalle. Donc, ça commence, cette aventure avec Gafcal, ça démarre assez bien, ça marche. Et maintenant, à Gafcal, on a à peu près 1000 clients dans 65 pays qui vont chercher la recherche, et on a vraiment des équipes qui fonctionnent. Alors, pour vous donner un exemple de la façon dont les affaires fonctionnent, c'est on fait une recherche globale sur le monde entier, et puis Louis Vincent prend un avion pour aller à Pékin. Bon, il écrivait beaucoup sur la Chine à l'époque, il continue d'ailleurs. Et il trouve dans la pochette avant de l'avion des études faites par un groupe d'Américains à Pékin sur la Chine, qui s'appelait Dragonomics. Donc il lit ça, il dit mais c'est vachement bien ce qu'ils font ces gars-là. Donc il arrive à Pékin où il avait des rendez-vous, il donne un coup de téléphone, il y avait le numéro, et il tombe sur 3 ou 4 Américains qui faisaient des recherches sur la Chine, qui étaient des anciens de l'ambassade, mais qui étaient partis, qui avaient une toute petite clientèle, mais enfin. Et donc il leur dit on va travailler ensemble. Et il a dit d'accord, et puis 1 an ou 2 ans après on les rachetait. Et maintenant, on a 2 principales pôles de la recherche macroéconomique globale, financière, et puis la recherche à fond sur la Chine. Et donc, on a 6 ou 7 personnes à Pékin, et puis je ne sais plus combien à Hong Kong. Et donc, c'est comme ça que les affaires marchent, c'est-à-dire que tu trouves un truc dans un... La plupart des gens, d'abord, l'auraient pas lu, et ensuite, ils n'auraient pas dit c'est bien, et ils n'auraient pas téléphoné à l'arrivée, tu vois. Tandis que là, il a bouffe, Et une autre histoire que j'aime beaucoup à Hong Kong, c'est qu'il y a une grosse fortune à Hong Kong, c'était un jeune Français qui était arrivé, qui était allé se balader en Chine, comme ton frère, à pied, ou en avion, ou en bagnole, je sais rien. Et dans les avions, il avait vu que les avions en Chine n'avaient pas de revue dans la pochette avant. Donc, il a été voir toutes les lignes aériennes chinoises, internes, et il leur a dit, je vais vous faire la revue. La revue, et ben voilà, maintenant, il vit noblement. Oui, parce qu'en plus, après, alors, moi, je sais que, comme tu sais, on a une cousine, par exemple, qui fait des bijoux, et un de ses rêves, c'est d'avoir des articles là-dedans, parce que alors, après, tu as une clientèle... Absolument. C'est une manne. Hein. C'est une manne, mais c'est à la publicité, et puis ça donne une source de revenus supplémentaire Donc c'est rigolo d'avoir un gars qui arrive, qui se rend compte que de toutes les lignes aériennes chinoises n'ont pas il dit, je vais le faire pour vous. Et hop, il le fait, et puis ça marche au tonnerre de Dieu, et maintenant, c'est lui qui fournit toutes les lignes aériennes du mensuel d'Air France, quoi, tu vois. Oui, je vois très bien. C'est marrant comme les gens, parfois, ont des idées qui sont simples, et puis paf, ils le mettent en place, et ça démarre. Donc, ça se passe fort bien. Et puis, il y a à peu près 6 ou... Donc, c'était la 3e étape de ma vie, c'était de bâtir ce truc-là avec ton frère. Et il y a à peu près 3 ou 4 ans, 7 ou 8 ans, je rentre à Paris, pour des tas de raisons. Et ton frère me dit, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand, quoi. Je lui ai dit, j'aimerais beaucoup faire des recherches sur la construction de portefeuille, parce que c'est quelque chose qui m'est cher, c'est-à-dire que je dis toujours aux gens, c'est pas parce que vous mettez des bonnes choses dans un portefeuille que vous allez avoir un bon portefeuille. Il faut la portefeuille, c'est une espèce d'entité vivante, et il faut mettre des choses qui se répondent bien, c'est ce que j'essaye de faire dans le portefeuille idéal, etc. Donc une espèce de... Or, 80% de la performance d'un portefeuille vient de cette construction, et il y a pour ainsi dire aucune recherche dessus. Parce que juste pour redire aux gens, dans les premières parties de ta vie, tu as beaucoup travaillé sur les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt, les taux de change. Les taux de change, donc les taux. Les valorisations relatives des actifs.
et aussi les impacts quelque part des monnaies. Voilà. C'est-à-dire que tu as beaucoup travaillé sur les monnaies. C'est-à-dire que tu n'es pas quelqu'un qui va te dire le cours de LVMH ceci, ou ainsi de suite. Non, tu as toujours travaillé sur les monnaies les unes par rapport aux autres, les incidences des taux. Voilà. Par exemple, je dis aux gens, le luxe, ça se passe quand à qui vous vendez dans le luxe, vous vendez à une partie toute petite de la population qui, dans la distribution des revenus, est complètement à droite, c'est les riches, quoi. Ou les riches ou ceux qui sont en train de devenir riches. Donc, je sais aujourd'hui que les ventes de LVMH vont probablement augmenter dans les années qui viennent de façon très forte parce que vous avez toute une partie de l'Asie qui est en train de devenir riche suffisamment pour s'acheter les produits LVMH. Alors, elle va augmenter en Asie et elle va décroître en Europe à partir du moment où on s'appauvrit. Parce donc, que la courbe va passer vers la gauche et les gens qui sont tout à fait à droite, il y en aura de moins en moins. Et donc grosso modo, ce que je disais aux gens, c'est comme la courbe se déplace sur la droite, en Asie, et que celui qui en bénéficiera le plus, c'est LVMH, vous achetez des LVMH, c'est une façon de jouer à l'Asie. Mm-hmm. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Donc c'était un peu ça que je faisais dans mes réflexions. Mais maintenant, il me semble qu'il y avait la dernière étape à laquelle j'essaye d'arriver, c'est, bon, très bien, vous avez du LVMH, etc., mais comment vous balancez le risque de LVMH contre les autres risques, etc. Donc c'est la construction du portefeuille qui est un truc à laquelle personne ne s'attelle. Pas plus que les gens ne savaient ce qu'il fallait faire en 71. Aujourd'hui, les gens ne savent pas comment bâtir un portefeuille rationnellement. Donc ça fait 6 ou 7 ans que je travaille avec Didier là-dessus. Et on a des résultats qui commencent à être intéressants. Et ce que j'espère, c'est que cette recherche sur le portefeuille va devenir pour GAFCAL, la société, c'est une filiale qui s'appelle GAFCAL Intelligent Solutions. On utilise beaucoup l'intelligence artificielle pour faire tout ça. Ça va devenir une nouvelle branche de la finance qui n'existe pas encore. C'est-à-dire la recherche sur on va voir si j'y arrive, c'est pas... Donc, ça veut dire, ça fait 30 ou 40 ans que j'essaye désespérément de comprendre comment ces machins-là fonctionnent. Alors, je suis pas arrivé à des bons résultats, enfin à des résultats parfaits encore, j'en arriverai jamais. Mais par contre, il faut bien qu'ils se rendent compte que je sais que je ne sais rien, mais je sais un peu moins rien que les autres, quoi. Oui. Donc, j'aimerais juste faire une petite incise à ce moment-là. Je pense qu'effectivement, toute personne qui aura suivi ce développement peut tout à fait titrer comme Libération que Charles est un trader. C'est-à-dire que on peut pas être plus éloigné. Et puis en plus, c'est pour qu'ils ne connaissent rien à la finance. Ouais. Il y a tellement de métiers dans la finance. Alors, je voudrais dire maintenant quelque chose sur la finance. Comment on en est au point de vue temps? On a déjà... 67. On a beaucoup parlé. On a beaucoup parlé. On a beaucoup parlé. Bon, alors je voudrais dire un truc sur la finance, si vous voulez, c'est quand je suis rentré dans le métier de la finance, il n'y avait personne. De business school, etc., personne n'y allait. Aujourd'hui, tout le monde va dans la finance. Oui, c'est ce que tu dis souvent, tous les fils de tes copains vont en finance, etc. Ils font des dérivés secondes. Je ne comprends pas exactement ce qu'ils font. Donc, pour moi... je pense que dans les pays d'Occident, c'est-à-dire le Old West, comme on l'appelle, le vieux Ouest, la finance maintenant va rentrer structurellement dans des périodes très difficiles. Donc si j'étais jeune aujourd'hui... Et que tu voulais vraiment faire de la finance pour une raison X ou de la gestion je ne suis pas certain que j'irais vers la finance, mais ce que je dis aux gens, c'est... moi, si j'étais vous en France à 25 ans... j'irais dans l'armée. Moi, si j'étais vous, je ferais pas ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est que il me semble qu'il y a beaucoup plus de développement intéressant à venir dans l'armée. Je sais pas, tu sais. Que dans la finance. Mais enfin voilà, c'est ce que on va peut-être terminer là-dessus parce qu'il faut pas embêter trop les gens avec mes histoires. Mais écoute, non, j'ai trouvé que c'était vraiment tu vois, c'était très dans intéressant. Le fond, plus tu creuses dans un sujet, plus tu te rends compte qu'il y a des développements qui ne sont pas couverts par les autres et plus ça devient intéressant. Et ce qu'il y a d'amusant, c'est qu'on a fait des progrès incroyables, par exemple, sur l'analyse du risque et comment contrôler le risque dans les portefeuilles, etc. Tu vas voir les très grandes banques comme JP Morgan, tu leur dis, c'est vachement bien ce qu'on a fait. Ils nous disent, en effet, c'est très très intéressant, mais ce que vous n'en rendez pas compte, c'est que nous, on mesure le risque comme ça, ce qui ne marche pas. Et qu'on a des centaines de PhD qui font que ça, et qu'on ne va pas foutre en l'air des centaines de millions de dollars d'investissement. Donc, moi, j'arrive comme un disrupteur, et il y a une résistance phénoménale à tout ce que je dis de tous les gars qui mesurent le risque d'une façon qui ne sert à rien. Oui. Mais c'est des boulots établis. Oui. Tu vois, donc, quelque part, c'est très curieux de voir que tu arrives avec un truc qui marche beaucoup mieux,
Et on te dit, ah oui, mais non, mais c'est embêtant parce que... par exemple, et aujourd'hui, par exemple, le risque est mesuré avec un truc qui s'appelle la value at risk. Dans la plupart, c'est JP Morgan qui a créé ça, il y a 30 ou 40 ans. Eh bien, la value at risk, ça marche absolument pas, mais toutes les réglementations qui encadrent aujourd'hui la gestion de portefeuille sont prises en fonction de cette value at risk qui ne marche pas. Donc tu te rends compte que tout le capital maintenant dans l'Ouest est dirigé par des réglementations qui sont fondées sur des études théoriques qui sont fausses. Mm-hmm. Et c'est pour ça qu'on n'a plus de croissance. Ouais. Tu vois, c'est quand même extraordinaire de voir le pouvoir d'une idée mauvaise à partir du moment où elle devient généralement acceptée. Oui. C'est quand même... Tu te dis, mais enfin, c'est de la folie, ça marche pas votre truc. Oui, ça marche pas, mais enfin, ça fait rien. On nous a dit de le faire. Oui. C'est les critères ESG. Voilà, c'est les critères ESG. Mais je vous donne un exemple. J'ai reçu un coup de téléphone il y a à peu près 2 ans d'un client hollandais, un gros fonds de pension hollandais. Les fonds de pension en Hollande sont gérés sont réglementés par la Banque centrale. Hein. Et donc, le type, la Banque centrale, lui dit, vous n'avez pas assez d'obligations longues parce qu'ils veulent des quotas ? Ah oui, il y a des... Vous ne pouvez pas tomber en dessous d'un certain niveau. Belty dit... oui, mais elles n'ont pas un bon rendement, donc j'en veux pas. Non, mais il dit, ils ont un rendement négatif. Donc je suis certain que je vais perdre de l'argent dessus. Oui. Ah bah c'est pas grave, il vous en faut. C'est incroyable. Et donc, il a été obligé d'investir pour le fonds de pension dans quelque chose dans lequel il était certain de perdre de l'argent. Trading sardines. Voilà, c'est ça. Mais tu vois, donc, ces réglementations deviennent autodestructrices pour le capital. Alors qu'elles étaient là pour te protéger. Elles étaient là pour te protéger, et là, elles desservent le but pour lequel elles ont été mises en place. Donc, mais ça fait rien, le type qui l'applique dit... C'est la réglementation, vous n'avez pas en discuter. Alors, tu vois, quand tu vois ça, tu te dis, écoutez, autant mettre une intelligence artificielle, parce qu'un ordinateur, à la rigueur, l'ordinateur, il aurait dit, c'est -2, ça clignote, c'est rouge, on n'en veut pas, c'est -2. Il aurait pu dire ça, mais on l'aurait probablement programmé pour continuer à acheter des obligations, quel que soit le prix aussi. Bah, tu aurais pu le programmer pour ne pas en acheter si le rendement était négatif. Oui, probablement. Probablement, puisque lui, tu rentres dans un ordinateur, le fait que tu veux avoir un portefeuille qui fasse du bénéfice. Donc tu te dis, non, dès que ça passe en dessous de 0, on n'en veut pas. Voilà. Même 0,2, sinon tu as les frais de gestion. Oui, voilà. Non, mais tu vois. Donc, aujourd'hui, on est dans ce monde extraordinaire où on a le gouvernement mis au point des réglementations pour diriger les flux de capital vers ce qui semble intéressant pour le gouvernement, mais c'est en général pas une bonne idée. Voilà. Écoutez, j'espère qu'on vous aura intéressé, que Charles vous aura intéressé avec ces histoires. N'hésitez pas à poser des questions. Je voudrais vous demander, si jamais vous nous écoutez à partir de Spotify ou de Deezer, de venir liker quand même nos vidéos de temps en temps sur YouTube, parce que ça nous donne une plus grande visibilité, et ça fait toujours plaisir. Alors si vous avez le temps et que vous êtes sur les plateformes, quand vous passez dessus, pensez à nous. Et merci de nous suivre encore avec Constance. Parlez-en autour de vous, et on vous retrouve la semaine prochaine où on parlera. J'ai envie de parler un peu du PIB parce que j'ai eu un peu maille à partir sur Twitter et les gens m'ont énervé. Donc on va parler du PIB la semaine. Parce que c'est une autre imbécilité, le PIB, mais on en parlera en détail. Voilà, parce qu'il y a des débiles qui ne comprenaient pas la notion de valeur ajoutée telle que tu l'expliquais, donc tu vas leur expliquer. Absolument. Voilà, écoutez, merci beaucoup de nous suivre encore et je vous dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup.